Bienvenue à votre émission Parlons Sciences. Aujourd'hui, je reçois Dr Ahmed Diagne. Dr Ahmed Diagne est d'abord un nutritionniste, mais aujourd'hui, Dr Ahmed Diagne a réalisé une brillante étude sur une discipline scientifique très actuelle, je veux dire par là les nanotechnologies. Voilà la thématique de recherche de Dr Ahmed Diagne, les nanoparticules de silice et revêtements nanocomposites à base d'argent pour la prévention de l'infestation des récoltes d'arachides par Cariodon serratus et les aspergillus producteurs d'aflatoxine dans les endroits de stockage. Les aspergillus, ce sont des champignons, mais des champignons ici qui ont la propriété, qui ont la capacité de produire une mycotoxine appelée aflatoxine. Alors, merci beaucoup et félicitations pour ta brillante soutenance. Dr Ahmed Diagne a soutenu devant un jury composé de plusieurs professeurs, dont certains qui sont issus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, d'autres à l'université d'Orléans en Europe. Donc félicitations docteur. Alors les nanoparticules sont connues et réputées pour être une discipline très actuelle. Alors, et vous êtes le premier Sénégalais à avoir soutenu une étude dans cette spécialité-là. Parlez-nous d'abord des nanoparticules, des nanotechnologies d'abord. Merci beaucoup Martar. Et les nanotechnologies, donc comme je disais tout à l'heure, c'est une science qui est récente, donc innovante aussi. Donc pour dire simple, je dirais que les nanotechnologies sont une science qui étudie les nanomatériaux. Donc un nanomatériau, c'est un matériau dont l'une des trois dimensions se trouve à l'état nanométrique. Et plus spécifiquement concernant les nanoparticules, une nanoparticule est un assemblage de quelques centaines à quelques milliers d'atomes formant un objet de dimension inférieure donc à un centaine de nanomètres, c'est-à-dire 1 milliard de fois plus petit que le mètre. Donc vous imaginez un peu l'échelle à laquelle on a travaillé. Et l'intérêt des nanoparticules, c'est qu'on a une exaltation des propriétés qui étaient déjà présentes à l'état massif, mais aussi une apparition de nouvelles propriétés, mais également une amplification des réactivités et des interactions de la matière. Absolument. Ah, ça c'est vraiment clair. Alors, maintenant, par rapport à la thématique de votre thèse, alors, c'est quoi le problème? J'ai vu que vous les avez utilisés pour lutter contre des insectes ravageurs, en l'occurrence ici, Cariodon serratus, la bruche de l'arachide, mais également pour lutter contre des champignons qui sont aflatoxinogènes. Alors, comment vous avez procédé vous savez, les nanoparticules, il y a plusieurs domaines d'application. Donc on peut l'appliquer dans le domaine de l'agroalimentaire, de la médecine, de la nutrition, etc. Mais plus spécifiquement concernant ce travail, c'est plutôt sur le domaine de la sécurité alimentaire. Alors, le contexte de cette étude, c'est que les moisissures mycotoxicogènes et les insectes ravageurs qui attaquent les produits agricoles affectent gravement la sécurité alimentaire des pays subtropicaux comme le Sénégal. En effet, les conditions climatiques dans ces régions favorisent leur développement, notamment l'insecte ravageur Cariodon serratus, mais aussi les aspergillus aflatoxinogènes, c'est-à-dire producteurs d'aflatoxine. Concernant l'insecte ravageur Cariodon serratus, il y a des études qui ont montré que les pertes provoquées par cet insecte dans les endroits de stockage peuvent aller jusqu'à 83% de pertes quantitatives en seulement 4 mois. De plus, cet insecte facilite la contamination de l'arachide par les aspergillus aflatoxinogènes. Et concernant ces derniers, d'ailleurs qui sont très proéminents sur les céréales, les légumineuses, mais aussi les oléagineux, sécrètent des mycotoxines dénommées aflatoxines. Et ces dernières se trouvent également dans les produits laitiers, les viandes, mais aussi les œufs, donc des animaux préalablement contaminés. Ça veut dire quoi? Si une femme enceinte, par exemple, consomme de fortes ou ingère de fortes quantités d'aflatoxine, cette aflatoxine peut se retrouver dans le lait maternel et bien sûr contaminer indirectement l'enfant. Et d'ailleurs, les formes, il y a parmi ces aflatoxines, les formes B1 et M2 qui sont été classées comme étant les plus toxiques et classées dans le groupe de cancérigènes humains, donc le groupe de cancérigènes humains par l'agence de catégorie 1, par l'agence internationale de la recherche sur le cancer. Ainsi, la contamination ou l'infestation de l'arachide, d'une part par
l'insecte Cariodon serratus, et d'autre part par les Aspergillus aflatoxinogènes, altèrent la qualité sanitaire et nutritionnelle des graines. S'ajoute à cela d'énormes pertes économiques dues à la diminution des denrées alimentaires, de la valeur marchande des récoltes, mais également aux restrictions d'exportation vers de nombreux pays liés aux aflatoxines. Vous savez que pour pouvoir, par exemple, exporter par exemple, de l'arachide en France, etc., il y a des quantités d'aflatoxines, des normes, donc au-delà de laquelle l'arachide n'est plus donc, accepté là-bas. Donc, ça pose un problème. Et ces aflatoxines ont également des effets sur l'état nutritionnel et l'état de santé des humains, mais également des animaux. Cela va de la morbidité à la mortalité, en passant par l'insuffisance pondérale, le retard de croissance, mais aussi le kwashiorkor chez les enfants. Alors, face à cette problématique, bien entendu, il y a plusieurs méthodes de lutte. Il y a des méthodes chimiques, physiques, biologiques, mais principalement, c'est des méthodes chimiques qui sont utilisées. Cependant, les produits chimiques qui sont proposés, les résultats en général sont équivoques et ne permettent pas de privilégier donc, un produit. Donc c'est dans ce contexte qu'on s'est intéressé aux produits à base d'argent et de silice, donc sous forme nanométrique, qui sont d'ailleurs développés cette dernière décennie pour lutter contre les insectes ravageurs et la prolifération microbienne. Alors, chers abonnés, vous avez vraiment suivi son exposé. Et ça suscite déjà l'intérêt. Ça montre en quoi ces travaux scientifiques ont été d'une importance capitale, surtout dans le domaine de la sécurité alimentaire. Alors, docteur, maintenant en pratique, comment vous avez procédé? Vraiment, comment c'est cette silice-là, vraiment, qui a un peu renfermé des trucs d'argent là, comment en pratique cette chose-là se réalise? Alors, dans cette étude, nous avons utilisé deux types de nanoparticules. Des nanoparticules de silice pour lutter contre les insectes ravageurs et les nanoparticules hybrides argent-silice pour lutter contre les Aspergillus aflatoxinogènes. Concernant les nanoparticules de silice, la particularité par rapport aux autres méthodes de lutte, les produits chimiques, c'est qu'en général, l'insecte est même capable tout simplement de s'adapter, donc génétiquement ou physiologiquement. Donc ce qui fait qu'à long terme, ces produits donc, ne sont plus efficaces. Contrairement à ces produits-là, les nanoparticules leur activité insecticide est due principalement à leur propriété déshydratantes. En effet, elles sont physiquement actives, elles endommagent la barrière cutanée de l'insecte par abrasion principalement, ou par absorption donc, des lipides, donc la couche donc, de cire de l'insecte, donc ce qui provoque véritablement des dommages donc, sur le corps de l'insecte et provoque ainsi la mort de l'insecte par dessiccation. Et donc par conséquent, il n'y aurait pas de sélection génétique ni donc physiologique donc, face à un tel mécanisme d'action de ces nanoparticules. Et pour les champignons? Alors pour les champignons, là l'activité antimicrobienne est plutôt liée à l'argent. À l'argent, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a des études qui ont utilisé des nanoparticules d'argent pour lutter contre les microbes. Mais si l'originalité, c'est qu'on a encapsulé l'argent dans une matrice de silice nanométrique. Pourquoi on a encapsulé? On a encapsulé pour limiter la dissolution incontrôlée de l'argent, ce qui permet d'avoir une action à long terme. Et aussi, la silice va permettre de greffer les nanoparticules sur différents supports. Par exemple, si on veut faire donc, un revêtement, on peut disperser ces nanoparticules, par exemple, dans le revêtement. Alors, et également, ces nanoparticules également peuvent être utilisées pour traiter les surfaces de stockage. Tout à fait, tout à fait. Nous, on a utilisé d'une part, c'est vrai, on peut l'utiliser pour tuer directement les microbes. Et d'ailleurs, je vais vous dire que l'activité antimicrobienne est liée donc, aux ions d'argent qui sont libérés à contact des microbes. Donc au contact, les nanoparticules d'argent libèrent des ions Ag+, et ces ions qui vont agir directement sur les microbes. Alors, vous avez soulevé tout à l'heure les revêtements, oui. Dans cette étude, nous avons élaboré non seulement des nanoparticules, mais également des revêtements. Parce qu'on s'est dit que pour avoir une protection optimale des récoltes dans les endroits de stockage, il faut certes traiter les récoltes, mais aussi il faut également traiter les surfaces de stockage qui sont souvent sources de contamination, donc où se développent bien entendu des biofilms microbiens. Donc c'est à la fois traiter
les récoltes avec les nanoparticules, mais aussi traiter donc la surface avec un revêtement nanocomposite à base de nanoparticules. Alors, avant d'en arriver au résultat, alors il y a aussi une problématique qui se pose avec les nanoparticules, la toxicité. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu par rapport à la toxicité? Vous savez, c'est une question qui revient souvent. Il faut comprendre que la toxicité d'une nanoparticule est fonction de plusieurs paramètres. Ça dépend de la taille, ça dépend de la forme, ça dépend de la nature même des nanoparticules, et c'est des nanoparticules d'argent, silice, etc. Alors, dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé, je rappelle, des nanoparticules de silice pour lutter contre les insectes et des nanoparticules à base d'argent pour lutter contre les aspergillus aflatoxinogènes. Concernant les nanoparticules de silice, des études ont montré qu'évidemment, il y a deux types d'images générales concernant la toxicité. Les nanoparticules d'argent amorphes, qui ne sont pas du tout toxiques, d'ailleurs c'est utilisé, autorisé depuis 2014 au niveau de l'Union européenne comme substance biocide, et d'ailleurs même utilisé aussi aux États-Unis, c'est autorisé donc, dans le domaine de l'agriculture. Et les autres types de nanoparticules, c'est les nanoparticules donc, de silice cristalline, qui ont véritablement un arrangement atomique bien déterminé, on va dire, donc voilà, bien déterminé avec comme on appelle donc une géométrie bien déterminée. Mais dans le cas de ce nous avons plutôt utilisé des nanoparticules de silice qui sont amorphes, donc qui ne sont pas du tout toxiques. Après, comme disait l'autre, c'est la dose qui fait le poison. Heureusement, les nanoparticules de silice sont oligodynamiques, c'est-à-dire sont efficaces à faible dose. Concernant les nanoparticules argent-silice, là, comme je l'ai dit au niveau des perspectives, je n'ai vu aucune étude scientifique qui a démontré la toxicité ou non des nanoparticules hybrides argent-silice. Donc c'est pourquoi dans les perspectives, donc, nous avons donc souligné le fait qu'il est nécessaire d'étudier la toxicité des nanoparticules à base d'argent. Sauf que ici, bon, les nanoparticules faites à base d'argent sont plutôt dispersées donc, dans un revêtement. Du coup, ce n'est pas en fait, l'action des nanoparticules, mais c'est plutôt l'action des ions. Les nanoparticules restent donc immobiles dans le revêtement. Donc là, mais n'empêche, pour nous, l'étude de la toxicité devra être faite. Exactement. Absolument, pour avoir des résultats beaucoup plus concluants. Alors, ça rassure, hein, les développements de Dr Ahmed Diagne rassurent vraiment par rapport à la toxicité pour le moment. Alors, on va attendre les perspectives. Voilà. Maintenant, Dr Ahmed, l'accessibilité de ces nanoparticules. Parce que voilà, quand on parle de nanotechnologie dans un pays sous-développé, ça, voilà, les gens vont se dire, est-ce que nous avons les moyens? Alors, et le Sénégal étant parmi les pays pour le moment sous-développés, alors, est-ce que c'est faisable, hein? Est-ce que c'est quelque chose qui nous est accessible? Parce que cette méthode-là, je pense qu'il faudrait qu'on aille vers ça. Mais est-ce que cette technologie nous est accessible? Tout à fait, Martin. Ce n'est pas compliqué d'élaborer des nanoparticules. Le seul souci, en fait, c'est la caractérisation. Il faudra donc un plateau vraiment technique beaucoup plus élevé. Donc, par exemple, là, il faudra, pour pouvoir caractériser les nanoparticules, il faut, par exemple, la microscopie électronique à transmission. Malheureusement, il n'y en a pas au Sénégal. Donc ça pose problème. On peut élaborer les nanoparticules, mais le problème c'est la caractérisation. D'ailleurs, c'est ce qui justifie un peu mes séjours donc, à l'université Orléans. Mais heureusement, bon, c'est pas heureusement, j'ai entendu évidemment que le gouvernement a récemment acheté donc une microscope électronique à transmission, mais ce n'est pas encore fonctionnel, mais espérons que voilà. Donc ça veut dire que vraiment, si on a ce centre de microscopie fonctionnel, le Sénégal peut bel et bien appliquer cette méthode de lutte alternative. C'est différent de même d'ailleurs, c'est pas seulement la à moindre coût. Hein? Exactement. Alors le coût il est important, surtout, voilà. Tout à fait, par exemple, je sais le coût, mais en général, nous, on a optimisé en fait, cette technologie. Par exemple, pour donner un exemple, pour traiter un sac de stockage, donc un sac de 50 kg d'arachide, on a seulement besoin de 25 grammes de nanoparticules de silice. C'est pas beaucoup. En plus, on peut réutiliser ces nanoparticules-là. Ah, d'accord. Ah, ça c'est clair. Ah, vraiment, c'est une très bonne nouvelle. Hein? C'est une très bonne nouvelle, Dr Ahmed Diagne. Et il a aussi parlé vraiment d'une certaine maîtrise qu'il a sur l'appareil microscope électronique. Alors, c'est vrai, le Sénégal, depuis 2012, en parle. Moi, j'ai suivi à maintes reprises les autorités à travers des collègues, des conférences, voilà, qui annoncent ces appareils-là. Mais il est temps vraiment qu'on les voit fonctionnels. Hein? Il est temps qu'on les voit fonctionnels. C'est à cela que nous invitons vraiment nos autorités. Il faut qu'elles passent vraiment à la mise en œuvre des discours vraiment qui sont tenus ça et là. Hein? Voilà, ça c'est un message que nous voulons
lancer parce que nous avons des Sénégalais qui ont une maîtrise sur ça et nous pouvons vraiment faire des choses qui sont exceptionnelles en ayant cet appareil fonctionnel, je répète fonctionnel. Alors, docteur Ahmed, maintenant les résultats, très rapidement, les résultats et ce que tu as fait également sur le maïs importé. Ouais. Et on clôture l'émission. Ces résultats, nous avons pu développer, dans le cadre de ce nous avons pu développer des nanoparticules qui sont insecticides contre Caridon serratus. Et ces nanoparticules étant autorisées depuis 2014, on peut les appliquer directement. Donc il n'y a pas un problème de toxicité. Hein. Alors nous avons aussi pu développer un revêtement nanocomposite et nous avons testé ça sur donc, les sacs de stockage en polypropylène qui sont utilisés par les paysans pour stocker donc, leurs récoltes. Et nous avons réussi à coller évidemment ce revêtement sur ces sacs-là et nous avons montré que ce revêtement traité a aussi un effet antimicrobien. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on peut traiter les sacs de stockage utilisés par les paysans, évidemment pour pouvoir stocker ces récoltes-là dans de très bonnes conditions. Voilà globalement. Pour le maïs, ça c'est une étude de plus qu'on a fait. On sait que les moisissures mycotoxines qui contaminent l'arachide sont aussi des contaminants fréquents du maïs. Et on sait aussi que le maïs qui est consommé au Sénégal, c'est principalement du maïs importé. À travers les dons humanitaires. Tout à fait. Et le problème, c'est qu'on n'a aucune information sur le niveau de contamination. Les industriels se fient uniquement aux informations données par les fournisseurs des pays d'origine. Donc, nous, on s'est posé la question, mais est-ce que ce maïs n'est pas contaminé? Il y a une étude récente de PACA qui a montré qu'aucune étude n'a été réalisée sur la contamination du maïs importé au Sénégal. Et pour nous, c'était l'occasion vraiment de pallier à ce manque de données-là. Donc du coup, on a utilisé pas du maïs local, mais c'est du maïs importé venant des États-Unis, de la France et de l'Argentine. Et les études ont montré que plus de 35% des échantillons sont contaminés, donc contiennent de teneurs qui dépassent les normes, c'est-à-dire 4 ppb. Donc ça pose problème. Ça veut dire évidemment il est impératif que les autorités contrôlent véritablement les aliments qui sont importés au Sénégal. Et également on a trouvé que ce maïs est aussi contaminé par les aspergillus aflatoxygènes, mais aussi le pénicillium qui est capable de produire des mycotoxines. Donc des produits chimiques toxiques tels que les ochranies, mais aussi la patulite, c'est ça qui ont des effets semblables aux aflatoxines. Vraiment, merci beaucoup, docteur Ahmed Diagne, pour avoir mis à notre disposition toutes ces informations qui seront très utiles pour vraiment la gestion de notre pays à travers la sécurité alimentaire. Donc ça pose un problème de sécurité, de veille, de contrôle, mais contrôle scientifique. Il faut également que nos laboratoires qui ont en charge vraiment le contrôle des choses qui sont importées dans ce pays, que ces laboratoires-là également fonctionnent à merveille et que les scientifiques qui disposent de l'expertise puissent être utilisés là-bas. Alors, merci beaucoup, docteur Ahmed Diagne, pour tout ça. Alors, il y a aussi, Ahmed Diagne, un autre problème qui se pose. Quand le maïs importé est contaminé par vraiment cette aflatoxine-là, ça veut dire quoi? Au niveau local, il faut qu'on développe notre agriculture. Il y a des agriculteurs qui produisent du maïs, mais également il faut qu'on les renforce en équipement pour qu'ils puissent produire suffisamment. Ça explique cette importation par la quantité, la quantité qui est produite localement est vraiment très insuffisante par rapport aux besoins. Ce qui explique évidemment que les gens importent ce maïs, surtout au niveau des industries agroalimentaires. Merci beaucoup. Maintenant, Ahmed Diagne, on a terminé l'émission. Alors, quelles sont les perspectives avec Ahmed Diagne? Docteur Ahmed Diagne, quelles sont les perspectives avec Docteur Ahmed Diagne? Et après, tu vas juste remercier en 30 secondes. D'accord. Alors, pour les perspectives, évidemment, il y a des perspectives scientifiques. D'abord, la première perspective, c'est de tester l'activité d'élaborer des nanoparticules argent silice calcinées et les tester sur les insectes, mais aussi les aspergillus. Ça nous permettra d'avoir à la fois un produit qui est à la fois, excusez-moi de cette répétition, à la fois antimicrobien, mais aussi
insecticides. Et en perspective aussi, l'objectif aussi, au-delà du traitement donc, des sacs de stockage en polypyrène, c'est aussi de traiter avec ce revêtement les silos et les greniers qui sont donc utilisés aussi bien en milieu paysan qu'au niveau des industries agroalimentaires. Alors, merci beaucoup, merci vraiment. Des remerciements, hein? Des remerciements. Alors, je ne saurais terminer sans remercier bien entendu le professeur Mbaké Semien, qui était donc mon encadreur dans le cadre de cette étude, mais aussi le professeur Caroline Andréaza de l'Université d'Orléans, qui a été donc ma co-directrice de thèse. Je remercie vraiment tous les professeurs qui ont tous les membres du jury de cette thèse. Et donc sans oublier, donc je ne veux pas terminer sans oublier bien entendu, je ne veux pas... Non, il n'y a pas de problème. C'est l'émotion, voilà. Donc je ne veux pas terminer aussi sans remercier vraiment le laboratoire donc, de nutrition. Absolument. Au département de biologie animale. Exactement. Également votre famille. Exactement. Vraiment, le jour de sa soutenance, j'étais là-bas. Les gens ont porté des témoignages vraiment très positifs sur Dr Ahmed Diagne, que nous connaissons. Tout à fait. Voilà, je pense quand on était en deuxième année, ils étaient en première année, mais c'était extraordinaire au niveau de la faculté, très dynamique, parce que c'est eux qui ont mis en place le club biologie, Biology Challenge Club. Mais également, j'ai entendu vraiment tout le bien que les gens ont parlé de vous, l'attachement que vous avez envers vos parents, mais également envers vos camarades, et votre implication dans le fonctionnement du département de biologie animale. Vous êtes enseignant vacataire depuis pas mal d'années, et j'ose espérer que sous peu, tu seras vraiment intégré dans une de nos universités pour que vraiment cette expertise-là soit utilisée pour le bien de notre pays. Encore une fois, merci beaucoup et toutes nos félicitations à nouveau, tous nos encouragements. Et les membres du jury qui sont là, professeur Mbaké Semien, professeur titulaire, il fait beaucoup de choses, vraiment sur le plan de la recherche scientifique. Il fait énormément de choses, il a encadré beaucoup d'étudiants, au même titre que les autres enseignants qui sont dans ce jury-là. Professeur Ibrahim Ondoy, qui a aujourd'hui pris la retraite et qui est toujours là en train d'encadrer les étudiants. Il y a également professeur titulaire Nicolas Ayessou, professeur Diago Diouf qui fait le même travail au niveau de la faculté, professeur Malik Fall, mais également professeur Caroline, basée à l'université d'Orléans. À très bientôt pour un prochain numéro de Parlons Sciences. Merci.